Mesdames, Messieurs, je me trouve dans le poste de coordination escale de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. D'ailleurs, derrière moi, il y a la piste d'atterrissage et à mes côtés, le directeur général d'Aéria, M. Dario. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Alors, merci de nous recevoir ici, mais alors, que doit-on comprendre ou entendre par poste de coordination escale? Écoutez, c'est vraiment le lieu le plus important pour les opérations aéronautiques. C'est là où on va gérer les arrivées des avions et les départs et leur affectation au poste de stationnement. C'est vraiment un poste névralgique. J'ai envie de dire que les gens qui travaillent autour de nous sont les chefs d'orchestre du ballet des aéronefs au sol, en sachant que dans la partie aérienne, c'est la tour de contrôle qui va gérer les avions, mais au sol, c'est vraiment l'équipe Aéria qui va prévenir les compagnies aériennes, les chefs d'escale, que leur avion est au poste numéro 6, numéro 8, que la passerelle est en place, etc. Donc on va, j'allais dire, faire en sorte que les postes de stationnement soient bien affectés pour éviter les bouchons quand on a la vague de hub d'Air Côte d'Ivoire. Et ça arrive souvent d'avoir des bouchons? Ça peut arriver aux heures de pointe du hub où on a beaucoup d'avions sur le parking et il est important de bien les placer pour que chaque compagnie aérienne soit satisfaite. Alors, est-ce qu'il y a un pic? Parce que vous parlez de bouchons, il y a un pic horaire. Alors, il y a plusieurs pics horaires dans la journée. Il y a d'abord les deux vagues de hub d'Air Côte d'Ivoire. Je rappelle que le hub, c'est la définition d'un moyeu et de rayons, comme une roue de bicyclette. Et les destinations sont tout autour de la jante de la roue de bicyclette. Donc l'avion vient de Dakar, il repartira à Brazzaville. Il y en a un autre qui vient de Niamey, qui va repartir à Libreville. Donc vous voyez, ça fait le moyeu Abidjan, les rayons, les autres capitales d'Afrique de l'Ouest et du centre. Et quand tous les avions arrivent en même temps, ça fait un petit pic d'activité. Et ça, c'est vrai en fin de matinée et en fin d'après-midi. Et puis après, la troisième période de pointe, c'est l'arrivée des vols intercontinentaux. Ou assez lointains comme le Maroc, et après intercontinentaux avec Lisbonne, Paris, Bruxelles. Et là, comme ces avions ont des vagues de hub également à Charles de Gaulle, à Bruxelles ou à Lisbonne, eh bien elles veulent toutes arriver à la même heure et repartir à peu près à la même heure. Donc c'est ce qui gère les trois vagues de pic. Mais comment vous gérez ces priorités, puisque tout le monde va arriver au même moment? Eh bien, on arrive à les faire s'entendre entre elles pour qu'il y ait des décalages d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Le problème du transport aérien, c'est la ponctualité. Donc, quand vous avez prévu qu'un avion arrive à 20h, l'autre à 20h45 et le troisième à 21h30, et que celui qui devait arriver à 20h arrive à 21h, ça nous met des fois un petit peu dans l'embarras. Mais on arrive toujours à trouver les solutions avec des fois un petit peu d'attente, malheureusement, pour les passagers. Et de la diplomatie. Et de la diplomatie, bien sûr, de tous les partenaires de la plateforme, puisque tout le monde est concerné. Alors, M. Dario, il est impossible d'être à l'aéroport et ici à Aéria sans parler de ce drame du 7 janvier dernier et de cet adolescent qui a été retrouvé sans vie dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance d'Abidjan. Comment cela a-t-il pu se produire? C'est effectivement un drame. Ce qu'il faut d'abord, j'allais dire pédagogiquement, c'est rappeler que lorsqu'on embarque comme ça clandestinement dans un avion, eh bien on vole à 11 000 mètres d'altitude où il n'y a plus d'oxygène d'une part et où il fait moins 56 degrés. Donc j'adresse à tout le monde le message de ne jamais encourager les gens à essayer de faire ça, parce que c'est les condamner à mort. Le drame lui-même, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Je rappelle que le ministre des Transports a porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui, et donc il y a une enquête judiciaire qui suit son cours. Et je pense qu'il faut raisonnablement attendre les résultats de l'enquête. En revanche, ça a remis en cause l'ensemble des prestataires de sûreté, l'ensemble des responsabilités de la sûreté qui sont partagées par l'autorité de l'aviation civile, l'Aéria, la gendarmerie, la police, les sociétés de sûreté. Et donc on a évidemment fait une première analyse et on a renforcé considérablement les mesures de sûreté qui étaient déjà importantes, mais qui fait qu'on escorte l'avion jusqu'au seuil de piste. On a, j'allais dire, fait en sorte d'avoir des mesures de sûreté supplémentaires, des inspections des diverses autorités beaucoup plus fréquentes. Alors, c'est vrai que vous avez renforcé le système sécuritaire avec les différentes structures qui travaillent avec vous, mais est-ce que cela ne peut pas remettre en cause la certification obtenue par la Côte d'Ivoire, par l'Agence nationale américaine de sécurité? Sincèrement, je ne pense pas. Il peut y avoir des cas exceptionnels, comme ce qui s'est produit.
personne n'est infaillible. On tend vers l'infaillibilité, mais personne n'est infaillible. Les mesures correctives qui ont été apportées devraient convaincre nos partenaires et amis américains du niveau de sûreté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors, Monsieur Dario, on a vu dans ce reportage du train d'atterrissage au moteur en passant par les soutes, rien n'est laissé au hasard sur le plan sécuritaire. Nos équipes ont tourné, la sécurité était optimum. Alors, doit-on penser ou croire que ce n'était que le temps d'un reportage? Je ne pense pas que c'est le temps d'un reportage. Vous pouvez retourner voir immédiatement et vous verrez que c'est du permanent. Personne n'est infaillible. Et encore une fois, c'est Aéria, l'ANAC, la gendarmerie, toutes les structures, la Société de sûreté Avisécur. Tout le monde contribue et participe du niveau de sûreté de l'aéroport. Et dites-vous bien que si on avait un niveau de sûreté que pour le jour où vous êtes venu tourner, on n'aurait jamais obtenu l'agrément américain. Parce qu'ils ne viennent pas qu'une journée. Voilà. Alors, monsieur le directeur, des passagers parfois se plaignent de la disparition de bagages ou que les bagages soient fouillés. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Quand un bagage arrive à l'aéroport d'Abidjan, il vient d'un autre aéroport. Donc il peut être fouillé et pas forcément à l'aéroport d'Abidjan. Donc ça peut être de l'aéroport du départ. À Charles de Gaulle, oui. Et ça arrive régulièrement. Et je vous assure que sur les très grands aéroports, le phénomène de fouille ou de subtilisation d'objets est beaucoup plus prégnant que sur les aéroports de taille intermédiaire, comme les aéroports qui font entre 2 et 3 millions de passagers. Ceci dit, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus rarement sur l'aéroport d'Abidjan. Quand je suis arrivé il y a 8 ans, c'était effectivement quelque chose, je ne vais pas dire qui n'était pas quotidien, mais qui arrivait assez régulièrement. Là, ça devient vraiment de l'exceptionnel. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Eh bien, je pense que là, c'est vraiment du côté de l'assistant en escale qui descend les bagages de l'avion et qui les livre sur le tapis bagages, qu'un effort a été fait de manière très forte par la direction générale de NAS, la société d'assistance en escale, et qui a obtenu des résultats plus que satisfaisants. Sur le plan aéroportuaire, le montant de taxes, je crois que c'est 52 000 francs CFA, sauf erreur de ma part. Alors, pourrait influer sur le prix de certains billets d'avion. Par exemple, je prends un tronçon, Abidjan, Libreville-Abidjan, et en classe économique pratiquement aussi cher qu'un Abidjan-Paris-Abidjan. Alors, comment être compétitif à ce niveau? Oui, alors c'est pas le prix du billet, la comparaison entre le prix du billet Paris et Libreville, il ne se fait pas uniquement sur les taxes et redevances d'aéroport. Il y a quand même un prix d'exploitation de l'avion, de prix au siège. Il est évident que quand vous exploitez un avion de 400 places, et vous pouvez proposer un prix plus intéressant par passager que quand vous exploitez un avion qui fait 100 places sur un trajet et qui vous monopolise quand même l'achat d'un avion, l'affrètement d'un équipage. Et ça relève beaucoup de la compagnie aérienne. Sur les montants des taxes et redevances, il faut bien séparer ce qui concerne l'aéroport et de ce qui est ce qu'on appelle taxes aéroportuaires, mais qui ne concerne pas forcément l'exploitation de l'aéroport elle-même. Donc, à quel niveau vous intervenez? Par exemple, je vais prendre le cas, il y a une taxe touristique. C'est le ministère du Tourisme qui bénéficie de cette taxe. Et c'est normal qu'il y ait une taxe touristique, tous les gouvernements le font, mais ça ne concerne pas l'aéroport. Sauf que la taxe est prélevée sur le billet d'avion. Et on l'assimile à une taxe aéroportuaire. Non, elle est prise sur le billet d'avion, mais elle ne concerne pas l'aéroport. Vous avez une redevance pour la sûreté, qui est une redevance qui concerne une prestation de service qui est réalisée. Vous en avez parlé tout à l'heure de la sûreté. Vous disiez que quand vous avez fait votre reportage, vous étiez impressionné par le niveau de sûreté. Vous avez vu que pour venir dans ce bureau, on a franchi un poste de sûreté et que le premier, j'ai enlevé ma ceinture, ma montre, et que bien qu'étant directeur général de l'aéroport, je n'ai aucun passe-droit. Et c'est ça qui fait la garantie de la sûreté. D'accord ? Aucun passe-droit. Quelle que soit votre position hiérarchique, vos privilèges, etc., la sûreté ne permet pas d'impasse et ne permet surtout pas de passe-droit. Pour faire la sûreté, vous êtes obligé d'avoir des portiques, des scanners, des agents qui surveillent, qui contrôlent, qui vous font les palpations. Et ça, cette sûreté, elle a un coût. Le coût de la sûreté par passager à l'aéroport d'Abidjan est peut-être de l'ordre de 10% ou 20% supérieur à celui de la même sûreté effectuée sur un aéroport européen.
Alors ça, c'est aussi le coût d'importation des matériels, le volume du marché. Vous pouvez donc faire un comparatif entre l'aéroport donc de Côte d'Ivoire, donc d'Abidjan, et d'autres aéroports en Afrique de l'Ouest? Eh bien, on est à peu près tous au même niveau, avec des variations dans chaque niveau de taxe, mais globalement, on est à peu près équivalent à Dakar, à peu près équivalent à Accra. Donc on est sur des sommes qui peuvent varier, encore une fois, comme pour les autres aéroports internationaux, de 5 à 10% entre les différents aéroports. Monsieur Dario, coronavirus, pandémie mondiale, alors un cas confirmé en Côte d'Ivoire? Apparemment un cas confirmé en Côte d'Ivoire, un Ivoirien de 45 ans ayant séjourné en Italie, qui est rentré sur Abidjan et qui a fait l'objet d'un test au CHU de Treichville qui s'est avéré positif. Il n'a pas fait partie des cas suspects qu'on traite régulièrement à l'aéroport depuis quelques jours, mais apparemment c'est le premier cas effectif de coronavirus positif en Côte d'Ivoire. C'est le problème des pandémies mondiales. On l'a vécu en 2014 ici avec Ebola, en Afrique de l'Ouest. Ce qui compte, c'est de faire des mesures préventives. On n'empêchera pas forcément une épidémie à grande échelle comme c'est en train de se propager, mais ce qui compte, c'est de la ralentir et de trouver des moyens pour lutter contre la maladie. Donc je crois, ce que tous les gouvernements essayent de faire, c'est de retarder le plus possible l'évolution de la pandémie. Ici, à Abidjan, le ministère de la Santé a pris des dispositions, en tout cas l'aéroport, extrêmement fortes. Il contrôle tous les passagers à l'arrivée par un contrôle de température, ce qui est déjà le premier symptôme apparent. Il a renforcé les équipes. On a des équipes présentes du ministère de la Santé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez des réunions On a des réunions. Vous avez vu qu'avant l'interview, j'avais une réunion également avec l'Institut national d'hygiène publique. On a un local pandémie qui permet de mettre à l'isolement des cas suspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont atteints du coronavirus. Ça veut dire qu'on a une prise de température positive. L'INHP va faire un check plus important, va mettre, si vraiment la température persiste, ce présumé malade, puisqu'il a de la température, à l'isolement, le temps de faire un test complet du coronavirus. S'il s'avère négatif, la personne sort du local pandémie et va librement à ses occupations. Pour l'instant, au local pandémie de l'aéroport d'Abidjan, on n'a pas eu de cas positif. Mais je vous assure que vraiment l'INHP, le ministère de la Santé, en lien avec le ministère des Transports, fait vraiment le maximum pour avoir cette détection le plus tôt possible. Donc vous travaillez vraiment, de manière renforcée, main dans la main, c'est pas la bonne image. Mais oui, parce que la preuve, nous ne sommes pas salués avant cette interview, mais c'est vraiment une équipe qui est mise sur pied pour prévenir l'entrée du coronavirus. Alors, à la fois l'autorité de tutelle, l'ANAC, la Sodexam, la police, la gendarmerie, les services de santé et Aéria, on travaille vraiment main dans la main pour prévenir et que les conséquences soient le plus faibles possible en termes de pandémie en Côte d'Ivoire. On peut estimer que les mesures qui ont été mises en place, elles sont suffisantes ou le système va être renforcé? Le ministère de la Santé a renforcé la taille de ses équipes, les dotations en matériel, etc. Je pense qu'elle suit bien de très très près le problème. Et je pense que après, on peut mettre plus de moyens, mais c'est vraiment en fonction des besoins qui sont exprimés. Je crois qu'ils adaptent vraiment à la situation. Quelles sont les perspectives pour l'aéroport d'Abidjan? On se rend compte en réalité qu'il est exigu parce qu'il y a un trafic qui est très important. Mais vous êtes aussi rendu compte qu'il y a des moments où l'aéroport est loin d'être saturé. L'objectif est effectivement un développement de l'aéroport, et notamment de l'aérogare, avec un projet d'extension qui est plus que dans les cartons, et qui, je crois, sera dans l'année 2020 confirmé par le gouvernement de Côte d'Ivoire et par le ministre des Transports, de façon à plus que doubler la capacité de l'aéroport. L'aéroport aujourd'hui a une capacité de 2 millions, 2 millions et demi. On est à 2,3 millions, donc on est vraiment en limite. L'objectif est de préparer l'aéroport à pouvoir franchir la barre des 5 millions à l'échéance par an, oui, bien sûr. Parce que les 5 millions, il y a longtemps, depuis 2010, en moins de 10 ans, on est à plus de 15 millions de passagers. Donc l'objectif est vraiment d'amener l'aéroport à une capacité annuelle de 5 millions. Et puis, dans un futur plus lointain,
entre 2030 et 2040, de lui permettre d'atteindre une taille, enfin une capacité de l'ordre de 8 millions de passagers. Alors, on parle de changement au niveau d'Aéria. Que pouvez-vous nous en dire pour les années Un jour, je partirai à la retraite, certainement. Ouais. Merci, Monsieur Dario, de vous être prêté à nos questions. Je vous en prie, c'était vraiment un grand plaisir. Et je vous remercie surtout d'être venu jusqu'à l'aéroport. J'espère que ce magazine permettra à beaucoup de téléspectateurs de bien comprendre que c'est une mécanique qu'on essaye de huiler au maximum. Quelquefois, ça manque un peu d'huile, mais globalement, quand même, ça fonctionne bien. Mesdames, Messieurs, nous espérons effectivement que cette immersion au cœur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, je devrais dire l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de cet aéroport et ses enjeux. Les mesures sécuritaires vont se renforcer pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, ce drame du 7 janvier 2020 ne se produise. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit de 52 minutes pour comprendre qui sera consacré à la maternité de l'hôpital général de Port-Bouët. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou sur son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.